Nouvelle édition du Regard Danoir. Le Regard Danoir, la chronique de Noam Anouar, aujourd'hui moins régulière que par le passé, comme nos visiteurs réguliers s'en sont rendus compte, mais qui n'a pas disparu. Noam Anouar, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur aux médias TV. Aujourd'hui, nous évoquerons plusieurs thèmes dont le fil rouge est l'instrumentalisation de l'institution policière et de la thématique sécuritaire à quelques mois de l'élection présidentielle. Bonjour Noam. Bonjour Théophile. Alors, tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit parce que tu as regardé l'interminable émission Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, on ne va pas parler de la controverse politique ou alors de toutes les considérations sur la com, qui a gagné, qui a perdu, est-ce que tel ou tel s'est emporté ou a été en maîtrise, mais on va se concentrer sur un échange donc Jean-Luc Mélenchon avec Yannick Landurin, chef d'équipe à la BAC et syndicaliste policier. On regarde un tout petit extrait. Ce que nous vous demandons d'abord de régler, c'est le trafic des êtres humains qui s'est développé et multiplié par 4 dans ce pays. C'est le trafic de drogue qui s'est multiplié dans ce pays. C'est la circulation de 6 millions d'armes. Voilà de quoi vous êtes d'abord responsable. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. L'histoire, on la raconte ? Avec plaisir. Comment vous avez blessé un jeune de 16 ans avec un ciseau ? Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible ? Si vous me laissez parler, je vais vous le dire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé là Mélenchon fait une allusion à des ciseaux. Déjà, c'est quoi ? Oui, alors en fait, Yannick Landurin était connu par la presse. La seule fois où il a fait l'actualité, en fait, c'était pas nécessairement pour porter la parole justement des policiers du 93, mais parce qu'il avait, été l'un des protagonistes dans une affaire qui avait mal tourné, c'est-à-dire l'interpellation d'un mineur au cours de laquelle il était amené à blesser justement ce mineur à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc c'est-à-dire l'article parle d'un ciseau qui aurait été planté dans la gorge du mineur. Donc je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire, puisque lui, hier, se justifiait en disant que la police, son équipage en tout cas, avait été requis justement pour intervenir sur un conflit entre deux mineurs, porteurs tous deux de ciseaux. Donc bon, voilà, il y a une certaine confusion, sachant que à l'époque, on n'était pas dans le contexte actuel de violences policières, d'affaires de violences policières redondantes. Et à l'époque, la police a interpellé justement ce mineur, malgré le fait qu'il ait été blessé, et son père. Donc pour le coup, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais ceci dit, effectivement, Yannick s'est retrouvé en accusation d'avoir planté une paire de ciseaux dans la gorge du mineur. Et a priori, la promesse de Jean-Luc Mélenchon hier, ça a été justement de rouvrir le dossier dans le cas où il serait élu pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'il ne suffit pas de s'en cantonner, comme on le faisait à cette époque, à la seule version des policiers qui naturellement avait accusé le mineur d'avoir été violent, de s'être rebellé au moment de l'interpellation, etc. Oui, mais plus généralement, au-delà de la personnalité de Yannick Landurin, qu'est-ce que, disons, on peut retenir de la parole de Mélenchon qui était très claire, qui a dit que s'il devenait président, il prendrait à bras le corps la question de l'impunité policière. Est-ce qu'on peut parler du ton dans lequel il l'a dit ? Et surtout, je suppose que ça ne va pas améliorer les relations entre lui et un grand nombre de policiers. Alors déjà, moi, je n'ai pas l'habitude justement d'aller directement dans la direction dans laquelle on m'amène. J'essaye toujours de définir un petit peu les contours. Donc déjà, je constate que la rédaction de l'émission de Cyril Hanouna a fait appel à un fonctionnaire de police représentant du syndicat Unité SGP. Donc ça aurait pu être Alliance. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été Alliance ? Justement parce qu'on est dans un contexte très particulier où, dans la journée d'hier, Alliance Police Nationale a fait état de l'organisation d'un débat. On en parlait de ça, mais en deuxième partie. Mais en fait, premièrement, ce que je voulais savoir, c'est justement le fond même du débat, de la discussion entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors déjà, avant justement l'intervention de ce syndicaliste policier, on a eu l'intervention de Sophia Chouvia, qui est la fille de Cédric. Donc du coup, déjà ça conditionne un petit peu la tonalité du débat, si je puis dire. Et effectivement, c'était difficile pour le policier de nier l'existence de violences policières. Après, le discours qu'il a tenu, c'était un discours corporatiste. Donc moi, alors sur le choix justement de ce policier-là et de ce syndicat, déjà, ce que je souligne, c'est qu'habituellement, ce n'est pas un intervenant habituel des plateaux télé. C'est-à-dire qu'il est peut-être déjà intervenu dans la presse, mais habituellement, pour ce syndicat-là, on avait soit Linda Kebab, soit Rocco Contanto, soit Grégory Joron. Donc, quel syndicat, Grégory Joron ? Pareil, Unité SGP.
Donc alors, ce que je constate, c'est la subtilité. C'est-à-dire qu'on a envoyé ce policier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un des rares syndicalistes qui est justement toujours actif sur le terrain. Donc je pense que face à Mélenchon, si on avait envoyé un syndicaliste de bureau, comme ils le sont en grande majorité, il se serait fait découper. Très clairement, ce n'est pas des gens aujourd'hui qui sont face à un interlocuteur neutre, je dirais de bonne foi, pour aller expliquer la condition des policiers sur le terrain, objectivement. Ensuite, Grégory Joron, il est CRS, donc il était au cœur justement des dispositifs de maintien de l'ordre, etc. Donc la profession de CRS pour aborder les questions de violence policière, c'était pas forcément le choix le plus judicieux de la part du syndicat, donc ils n'ont pas voulu envoyer Grégory Joron. Linda Kebab, elle est plus sur le terrain depuis un certain nombre d'années, donc elle peut porter une parole, mais je pense qu'en termes de ressources, du point de vue des arguments, etc., elle aurait été forcément un petit peu limitée, d'autant qu'elle a été, je crois, mise en relief sur les réseaux sociaux parce que elle a des goûts de luxe, c'est-à-dire qu'elle fait des voyages, je crois qu'il y a eu l'île Maurice, Dubaï, elle envoie des photos, des cartes postales, des photos de vacances sur les réseaux sociaux, donc forcément, en termes de crédibilité, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et Rocco Contanto a été récemment mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel, donc il aurait envoyé des messages à une fonctionnaire de police du 93, justement, donc de là où est originaire Yannick Landurin, pour lui proposer, moyennant faveur sexuelle, un appui sur une demande de mutation. Donc du coup, ils étaient un petit peu au pied du mur et donc ils ont envoyé ce policier pour aller au débat au feu. Oui, il avait quand même quelques casseroles, ce policier. Et la BAC, c'est pas non plus une institution qui est sans problème. C'était quand même risqué. Disons que, en fait, ils sont, de toute façon, ils ont bien compris, je pense, dans les syndicats de police majoritaires, que Mélenchon n'était pas leur candidat. Donc, on ne revient pas sur ce dont on a parlé tout à l'heure, mais de toute façon, la tonalité du débat s'annonçait déjà, assez houleuse. Oui, et finalement, qu'est-ce qu'on en retient? C'est-à-dire, ça ne va pas améliorer non plus. Non, mais disons qu'on est dans une position très claire où, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé hier, c'est-à-dire que pour lui, déjà, ce serait la dissolution de la BAC. Parce que la BAC, qu'est-ce que c'est finalement par rapport à la police secours? C'est un équipage de police discret, c'est-à-dire dont la destination, c'est l'usage d'un véhicule banalisé, de ce qu'on appelle des tenues bourgeoises, c'est-à-dire qu'ils sont habillés en survêtements, en jeans, etc. Est destiné finalement à tromper la vigilance des délinquants, des usagers, et de faire en sorte qu'ils puissent se fondre justement dans la population. Donc la politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est une politique de transparence qui viserait à dire moi je reprends l'usage majoritaire des véhicules sérigraphiés, des tenues de police, de façon à ce que la population ne soit pas trompée justement par ces policiers, mais qu'elle soit au service des policiers, c'est-à-dire qu'elle soit visible, de façon à ce que chacun puisse constater d'une part sa présence et se sentir en sécurité, mais aussi puisse requérir justement l'usage de la police dès lors qu'elle sera visibilisée dans l'espace public. Donc voilà, donc c'est une politique comme une autre, qu'on peut défendre ou ne pas défendre, ça se passera dans les urnes, mais en tout cas Jean-Luc Mélenchon a également promis de procéder à un grand nettoyage à la fois dans les effectifs du bas de la pyramide, mais également dans le commandement de la police nationale, puisqu'il en a lui-même été victime. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois, quand on a eu une vague de manifestations consécutives justement à l'affaire Floyd aux États-Unis, les relations entre Jean-Luc Mélenchon et le préfet allemand ne sont pas très bonnes. Et on garde en mémoire aussi cette affaire de perquisition au siège de la France Insoumise au domicile de Jean-Luc Mélenchon. C'était pas forcément obligatoire de le faire comme ça. Il y avait une volonté d'humilier justement le représentant de la nation qu'est le député Mélenchon. Et je crois qu'il a à cœur justement de mettre un grand coup de balai dans l'institution. En tout cas, donc les choses sont claires. Ce n'est pas le candidat, en tout cas de la police, tel qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a aussi une autre actualité. Le syndicat Alliance organise ce mercredi un grand débat avec les candidats à l'élection présidentielle. Et finalement, il n'y aura que des candidats de droite parce que des candidats de gauche comme Yannick Jadot et Fabien Roussel et même Anne Hidalgo ont refusé de venir. Alliance n'a pas voulu inviter de toute façon Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc pour des raisons qui vont être détaillées le jour même. Donc le syndicat Alliance organise effectivement un débat préalable au premier tour de l'élection présidentielle entre les candidats, prétendument en tout cas entre tous les candidats, à l'exclusivité de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas convié, donc pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui. Donc ça fausse un petit peu déjà le débat, puisque à la base, le responsable, le secrétaire général du syndicat va expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas invité Jean-Luc Mélenchon.
Mais bon, déjà, je trouve que rien que le principe de parler de quelqu'un en son absence, c'est déjà un manque de loyauté, à mon sens, hein, très honnêtement. Après, je veux dire, bon, bah, les candidats de gauche ont refusé, ont décliné l'invitation, donc ça va se jouer entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et, alors, information capitale, l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va effectivement représenter les intérêts du camp d'Emmanuel Macron. Donc, voilà, dont on ne sait pas si les candidats... C'est parce qu'ils reçoivent leur ministre de tutelle comme représentant d'un des candidats. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça a été un choix apparemment du parti de la République En Marche. Bon, bah, je pense qu'il va présenter son bilan en quelque sorte, hein. Après, bon, alors les modalités de ce débat, c'est qu'il va y avoir une projection du film Bac Nord, hein, que tout le monde a, en tout cas a déjà vu dans le corps politique, puisque la sortie de ce film avait occasionné un déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc Bac Nord, moi le film je ne l'ai pas vu, donc je vais pas... pour moi, Bac Nord, ce que ça m'évoque je veux dire, dans mon inconscient, et peut-être dans l'inconscient collectif, c'est le nom d'une brigade qui a été dissoute à l'époque par Manuel Valls par rapport à un trafic d'influence, à un racket je dirais assez régulier justement et presque méthodique des trafiquants de stupéfiants. Donc pour moi, c'est ça, Bac Nord aujourd'hui. Enfin, le film romantise un peu tout ça et finalement met en... Voilà, c'est du cinéma. Moi, je suis dans la réalité. Pour moi, la Bac Nord, c'est plutôt un mauvais souvenir. Hein. Le film prétend raconter la réalité de manière romancée, voilà. Mais finalement romantise cette histoire et réhabilite en gros ces policiers. Ça a été une surprise pour une grande partie de notre public qui t'a vu dans la fameuse émission de Zone Interdite qui a fait le buzz, et notamment elle a fait le buzz sur la ville de Roubaix, décrite quasiment ville islamiste, et en commentaire dans le média on a dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère noire à noir? Non, c'est pas une galère parce que moi, je ne vais pas dire que je maîtrise l'exercice de communication, c'est pas mon métier au départ. Hein. Moi, mon métier, c'est ma formation sur mon CV, c'est une formation de policier. Je suis pas un communicant professionnel, mais j'ai été sollicité par l'équipe de production. Et justement, si j'ai accepté d'en discuter avec toi, c'est pas pour me justifier, certainement pas. Hein. Moi, j'assume tout ce que je dis et je pense pas que mon propos dans cette émission était particulièrement polémique. J'étais invité au titre de l'expertise technique et de mon expérience de la Seine-Saint-Denis, et j'ai fourni des éléments très factuels sur ce que j'y ai relevé en tant qu'agent du renseignement. Ensuite, alors sur le reportage en lui-même, qui fait beaucoup parler jusqu'à aujourd'hui. Comment dire? Donc, alors moi, je note plusieurs choses. C'est que déjà, en off, je dirais derrière les caméras, je sais que l'équipe qui a travaillé sur ce reportage est la deuxième équipe. C'est-à-dire qu'on a eu une première équipe qui a amorcé déjà l'idée de ce reportage. Et ensuite, on a eu une deuxième équipe, hein, toujours de Tony Committee Production, qui a finalisé justement l'œuvre du reportage. Donc moi, je ne juge pas ce reportage négativement. Je pense que les précautions sont prises pour expliquer que la majorité des musulmans de France ne sont pas concernés par la problématique du radicalisme, que ce sont des gens parfaitement républicains, parfaitement insérés au sein de la nation française, mais qu'effectivement, on a des phénomènes sur lesquels, effectivement, on a fait écran au cours de ce reportage. Quand je dis « on », je ne m'inclus pas dedans, naturellement. Et donc qui méritent de susciter le débat pour amener les candidats à l'élection présidentielle à se positionner de façon claire sur, justement, le phénomène qu'est le salafisme, hein, pour ne pas le nommer, hein, en quelque sorte. Est-ce que justement, quelque part, le tort, en fait, le péché de cette émission était d'assimiler finalement le salafisme au terrorisme, ce qui sont deux choses complètement différentes, parce qu'en réalité, dès lors que vous avez une pratique religieuse qui n'offense personne, les différentes nuances du christianisme, du judaïsme ou de l'islam ne concernent que les pratiquants. Je veux dire, il y a l'équivalent du salafisme chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs, and so what? C'est-à-dire que la question justement de l'amalgame du salafisme et du djihadisme qui n'est pas prouvé en réalité, c'est ça le problème. Ce serait très facile pour moi de conspuer justement l'équipe du reportage, sachant que j'y ai participé, donc moi c'est pas mon style, je suis quelqu'un... J'ai beaucoup de défauts, j'ai sans doute mes qualités, mais je suis quelqu'un de loyal, donc moi je m'entends assez bien avec eux. Je ne suis pas non plus leur VRP, leur représentant commercial, mais ce que je peux dire, bon, je suis rarement d'accord avec Gérald Darmanin, mais en fin d'émission, il a pointé un problème important
de l'actualité en France, c'est-à-dire de dire, bon, effectivement, on a le cadre légal qui permet de réprimer, je dirais, les mouvements subversifs en général, mais entre le religieux, qui est tout à fait autorisé en France, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté religieuse, et le terrorisme, il n'y a rien entre les deux. Donc, alors moi, je ne pense pas que l'islam salafiste ait été assimilé au terrorisme dans ce reportage, je pense qu'il a été assimilé au séparatisme. Et ça, je pense que c'est assumé de la part de l'équipe éditoriale. Donc effectivement, au début, on voit le responsable d'un site musulman dans une vidéo qui dit « il faudra à terme qu'on ait nos propres banques, nos propres écoles, nos établissements, etc. etc. » Donc je ne vais pas reprendre son propos. Donc ça s'appelle du séparatisme. C'est un discours séparatiste. Aujourd'hui, on appelle ça du séparatisme, mais il y a des banques aujourd'hui catholiques, il y a des écoles catholiques, il y a tout un système catholique et juif aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on appelle séparatisme parce qu'il s'agit des musulmans et parce que ce gouvernement a décidé il fallait faire une focale là-dessus, dans un contexte où il y a aussi du terrorisme, ce qui équivaut à un amalgame. Hein, c'est ça. Je suis navré, Théo, de ne pas être d'accord avec toi sur ce point, mais on est là pour débattre, on n'est pas là pour être d'accord. C'est qu'effectivement, il y a des écoles catholiques, je ne sais pas s'il y a des banques catholiques, j'en ai pas, ça doit peut-être exister. Moi, j'ai un enfant que je scolarise justement dans un établissement privé confessionnel catholique et ma fille est musulmane. Donc, on ne lui impose pas la pratique du catholicisme et justement, son islamité n'est pas un frein à sa scolarisation dans cette école. Moi, ce que j'ai vu dans le reportage, c'est une école marseillaise dans laquelle le directeur disait qu'à partir du CP, la prière musulmane était obligatoire. Donc à partir de là, ça élimine de fait la possibilité pour un enfant athée, pour un enfant d'éducation juive ou catholique, de pouvoir adhérer à cette école. Et le point que je souligne, même si on imagine bien que ce qui a été vendu dans le reportage, c'est l'action de la CLIR, qui est une commission justement de répression de l'islamisme radical, on voit qu'ils procèdent à un contrôle du personnel au sein de l'école et les profs disent de façon supposément mensongère, et j'assume mon propos, qu'ils sont tous bénévoles, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, c'est du travail dissimulé. Donc, alors l'agent de l'URSSAF dit les enfants sont scolarisés à hauteur de 200 € mensuels, hein, donc pour scolariser son enfant, on paye 200 € par mois. Donc il y a, je crois, 140 enfants, on a à peu près 40 000 € de recettes, et il y a 0 € de charges, je dirais, qui sont cotisées, qui sont envoyées dans les caisses de l'URSSAF. Donc moi, je veux dire, à titre en tant qu'observateur neutre... C'est un problème, c'est un véritable problème, et c'est un problème voilà. Moi, je pense que ces profs de fraude, oui, c'est ça. De fraude et de mensonges, parce qu'on est quand même on est quand même dans la religion. Je veux dire, c'est un établissement confessionnel où les profs, au moment où ils sont contrôlés, mentent sciemment. Hein. Donc, il y a une caméra cachée, etc., qui démontre qu'il y a un discours face caméra et qu'il y a un discours en dehors des caméras. C'est tout à fait vrai. Et est-ce que les profs qui travaillent dans cette école et qui fournissent un travail à raison de plusieurs dizaines d'heures par semaine n'ont pas le droit à un statut social? C'est-à-dire, est-ce qu'un prof, quand il va à l'hôpital alors qu'il est enseignant, il doit faire prendre en charge justement ses soins par la CMU alors qu'il travaille 40 heures par semaine? Je veux dire, il y a un moment... C'est un problème qui n'a rien à voir avec le séparatisme, par exemple. Tu vois. En fait, dès lors que tu vas dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle entreprise, tu ne peux pas dire, oui, en fait, ce restaurateur, il se trouve qu'il est protestant, par exemple, et qu'il fait de la fraude et que ça pose un problème de séparatisme. Alors, on est quand même dans un pays... Ce qui me pose problème, c'est quand ça devient un système. C'est-à-dire que moi, si demain... un système qui n'a rien à voir avec le séparatisme. Si demain, je donne 20 € à mon voisin pour pouvoir tondre ma pelouse, et puis parce qu'il est adolescent, et puis que ça lui permet de payer ses sorties, etc., c'est pas gênant, parce que c'est pas un système. Là, on a quand même quelque chose qui est institué, où on a plusieurs dizaines d'enseignants qui donnent des cours dans une école et qui, de façon systématique, fraudent aux allocations, à l'URSSAF, etc., alors que les familles, elles, de bonne foi, payent cette prestation. C'est-à-dire que là, on est à Marseille, on est en province, la scolarisation coûte 200 €. On voit que les locaux sont relativement vétustes. Moi, alors, mon ordre de repère, je ne suis pas du tout expert en la matière, je paye 300 € pour scolariser ma fille dans un bâtiment flambant neuf. C'est une école conventionnée, c'est-à-dire qu'ils ont des subventions de l'État. Ouais, mais on ne peut pas à un moment... mais non, en fait, de toute façon, la fraude, quelle qu'elle soit, elle est à condamner. Mais justement, quand on prend un sujet, qu'on met un autre sujet sur ce sujet, un autre sujet sur ce sujet, ça revient à une stigmatisation. Ce que je dirais, c'est que, alors, pour avoir vécu les différentes étapes de ce reportage, de la façon dont il a été fait... Alors, j'ai deux points que je soulignerai. Après, nos auditeurs se feront leur opinion. La première, c'est que si la rédaction a été obligée à la réalisation d'aller chercher une vidéo, par exemple, ou plusieurs vidéos de prédicateurs musulmans, c'est parce qu'ils ont été contactés, pour la plupart, et ils ont refusé
de s'exprimer face caméra. Donc moi, c'est pas moi qui les ai contactés, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Moi, j'en connais 2 ou 3 que j'ai contactés, à qui j'ai proposé justement une mise en relation avec l'équipe. Ils ont refusé. Ils en ont contacté de leur côté de façon autonome d'autres qui ont tous refusé. Hein. Donc s'ils ont à un moment été peut-être espionnés, certains disent trahis, moi je dirais peut-être espionnés, ou confondus plutôt, c'est parce qu'ils ont refusé de s'exprimer face caméra. Donc après, il ne faut pas se plaindre que leurs paroles, qu'on leur prête des propos, que leurs paroles soient détournées ou quoi que ce soit. Je veux dire, à partir du moment où eux font un procès d'intention à la rédaction et refusent de s'exprimer face caméra... Ils ont interdit, c'est quand même une émission qui est connue pour ne ça, pas être alors très moi, je ne m'engage pas là-dessus. Moi, je ne m'engage pas là-dessus. Je ne leur prête pas de procès d'intention. Voilà. Moi, je comprends ceux qui ne sont pas très Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je pense, alors ce qui n'était pas prévu au moment où moi j'ai été en relation avec eux, parce que ce n'était pas une relation permanente, hein, c'était une relation ponctuelle, qui a eu un moment un contact avec les services de l'État, et je ne pense pas que les services de l'État aient découvert le reportage au moment de sa diffusion, puisque à un moment, on a eu des journalistes embarqués dans la CLIR, auprès du renseignement territorial, etc. Ça se fait dans le cadre d'un processus de partenariat avec les services de l'État, et je pense qu'à un moment, le point de bascule de ce reportage, c'est qu'il y a eu un deal avec les services de l'État, où Darmanin a dû leur dire, bon, bah écoutez, vous avez du mal à entrer en relation avec eux, etc. Donc nous, on va vous mettre en relation, on va vous laisser embarquer avec les services de l'État, donc vous faites notre publicité, nous, on vous donne la matière qui vous permet justement de constituer le reportage, et puis à la fin, vous m'invitez, hein, quand je dis vous m'invitez, c'est Gérald Darmanin qui parle, et puis je vante justement les effets de ma politique, puisqu'on est en fin de mandat, et puis voilà, vous m'offrez une tribune. Moi, je pense que ça s'est fait comme ça, mais que... Alors, chance a été donnée justement aux responsables communautaires musulmans de pouvoir s'exprimer face caméra, et ils ont décliné. Donc moi, à partir de ce moment-là, je les excuse pas. Par exemple, si on doit te demander un conseil, vu que tu connais bien le monde des médias, et le monde du renseignement, et puis finalement le monde religieux, en fait, j'ai déjà vu de nombreux reportages qui stigmatisent des gens qui me ressemblent. Ces gens-là m'appellent, je sais qu'il y aura des cuts, je fais quoi ? Je fais quoi? J'enregistre moi-même. On ne peut pas supposer la bonne foi de personnes qui ont déjà fait des reportages caricaturaux. Non, mais moi je pense qu'il y a un vrai défaut de représentativité chez les musulmans, très clairement. Il y a des gens qui se prêtent parfois à des exercices de communication alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, et qui racontent des conneries face caméra et qui engagent derrière eux toute une communauté. Donc moi je pense qu'il faut effectivement peut-être réfléchir à la façon dont les responsables musulmans peuvent déjà se structurer pour essayer en tout cas de faire le point déjà sur les éléments convergents justement en termes d'idéologie qui leur permettraient justement de se présenter au reste de la France, mais claquer la porte comme ça des médias et ensuite aller leur reprocher justement de parler d'eux, non, c'est un sujet qui préoccupe les Français veulent savoir, et il faut des gens qui puissent être désignés parmi les musulmans pour aller leur parler. Qui ont accepté de jouer le jeu et qui à la fin du reportage sont estimés trahis. Là, je ne sais pas. Moi, j'ai pas. Alors là-dessus, je ne m'engage pas. Moi, je sais que j'ai été contacté et je ne me plains pas de ce qui a été diffusé justement de mon propos. Pour ma part, en tout cas, j'estime que ce que j'ai dit correspond à peu près à. Il y a eu effectivement des cuts, etc. Parce que j'ai passé une demi-journée avec eux. Donc, mais pour ma part, j'estime que, en tout cas, ce qui a été répercuté de mon propos a été fidèle à ce que personnellement j'ai émis auprès des caméras. Voilà. En tout cas, la campagne électorale a commencé et en fait elle se déroule encore une fois sur la thématique de l'identité, de la religion, etc. Alors tu voulais aussi parler de la nouvelle affaire, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle affaire de Trappes. C'est quoi cette nouvelle affaire de Trappes? Alors en fait, effectivement, le 17 janvier, je découvre par voie de presse qu'on a une nouvelle affaire de Trappes, c'est-à-dire... Après la première affaire. Voilà, c'est ça. Alors là, on a l'exemple d'un média... du professeur... il y avait déjà un professeur. Le maire, oui, Didier Lemaire, effectivement, un professeur de philosophie au lycée de Trappes, qui se plaignait justement d'un séparatisme, d'une islamisation, je dirais, galopante pour ce qui était de la ville de Trappes. Donc là, le 17 janvier, je vois effectivement qu'on a une affaire d'une professeure qui aurait été exfiltrée de son collège de Trappes en urgence parce qu'elle aurait fait l'objet d'une fatwa numérique. Donc je regarde ça d'assez loin. Et puis je vois chez nos confrères, justement toujours chez Cyril Hanouna, l'interview d'un parent d'élève qui, ayant été accusé justement d'avoir diffusé un cours de SVT en ligne et d'avoir appelé justement les parents à s'indigner, aurait été condamné à 6 mois de prison ferme. Donc bon, je vois que ça rigole pas, c'est-à-dire que 6 mois de prison ferme, c'est pas rien quand même. Hein. Donc
On a tous en mémoire l'affaire Samuel Paty, on est quand même dans le même département, on est dans les Yvelines, donc bon, la justice a été extrêmement sévère avec ce parent d'élève. Ce parent d'élève, en fait, qui a fait une vidéo qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait eu un cours de SVT où on parlait de l'évolution et où, en fait, finalement, il y avait une illustration qui Alors, c'était le chanteur soprano qui, en gros, était, je crois, présenté comme étant une évolution de l'Homo sapiens et de l'Australopithèque. Bon, globalement, c'est un petit peu ça. L'homme contemporain, en gros. Voilà, donc ça a été assez mal vécu parce que bon, on a la photo d'un Homo sapiens, d'un singe, bon, on a Soprano juste derrière, c'est vrai que c'est pas très adroit. Bon, le professeur a suivi quand même la procédure administrative réglementaire, c'est-à-dire qu'il est allé se plaindre auprès du chef d'établissement. Le professeur, le parent. Le parent, pardon, oui. Le parent est allé se plaindre alors auprès du chef d'établissement. Il a été reçu. L'enseignante a présenté ses excuses. Donc les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Sauf que la diffusion sur les réseaux sociaux a été repérée par le renseignement territorial, portée à la connaissance de la justice. Et le parent d'élève a été condamné. Et cette affaire surgit finalement médiatiquement plusieurs mois après qu'elle ait été bouclée d'un point de vue judiciaire. Alors justement, comme pour l'affaire Didier Lemaire qui date d'un an quasiment, jour pour jour, là, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, la condamnation date du 15 novembre. Donc là, on est plus d'un mois et demi après, et puis ça arrive comme ça dans la presse et tout le monde en parle. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe autour de Trappes pour que ça puisse à chaque fois se passer de cette façon-là? Alors ça sort le 17 janvier, sauf que le 16 janvier, on a le meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon à Nantes, qu'on a pu suivre sur les chaînes d'information continue. Et ce qu'on apprend le 16 janvier, c'est que Ali Rabet, le maire de Trappes, donc pour le coup réélu, rejoint et renforce les rangs de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, alors, est-ce que cette affaire de professeur exfiltré, entre guillemets, en fait, qui est mutée, tout simplement, c'est pas une exfiltration. Une exfiltration, ça se fait dans le feu de l'action. Là, elle est mutée. Donc, est-ce que c'est pas justement la punition pour les habitants de Trappes, justement, d'avoir réélu Ali Rabet et la punition, justement, d'Ali Rabet d'avoir rejoint les rangs de Jean-Luc Mélenchon? Donc, naturellement, la machine médiatique se met en place et puis on va chercher une affaire, d'islamisme, d'exfiltration, de fatwa numérique, etc., qui, encore une fois, stigmatise les habitants de Trappes et sert finalement les intérêts de je ne sais qui, voilà, tout simplement. Donc, alors moi, je nie pas l'existence du phénomène, à la différence de beaucoup d'observateurs. On a quand même eu 65 départs en Syrie à Trappes. Donc du coup, tout ça, on ne peut pas le passer à la trappe et faire comme si ça n'existait pas. Ça existe. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça existe. Ça ne veut pas dire que tous les habitants de Trappes mais il y a quand même 65 personnes qui se sont retrouvées en Syrie. Donc on ne peut pas non plus dire maintenant islam bisounours ou quoi que ce soit. Ça existe. Après, il y a un contexte politique où, à la moindre occasion, effectivement, on se rend bien compte que dès que Ali Rabet rejoint l'équipe de la France Insoumise, hop, allez, ça y est, exfiltration, fatwa numérique, etc. Donc moi, j'appelle justement les Français à avoir un petit peu de recul sur la situation et de dire que l'islam est un épouvantail aussi parfois un peu facile. Alors une petite revue de presse pour terminer, un article du Parisien sur une fillette touchée par un tir de LBD. Oui, tout à fait. Chanteloup-les-Vignes. Voilà, alors c'est des faits qui datent de quelques mois maintenant. Donc effectivement, on a Chanteloup-les-Vignes, une ville qui est connue pour des scènes de violences urbaines récurrentes. Une séquence où les policiers sont amenés à intervenir et à faire usage de gaz lacrymogène, de lanceurs de balles de défense face à un groupe de jeunes. Donc, dans un contexte qu'on ne va pas rappeler dans les détails parce que ça a assez peu d'intérêt, mais il se trouve que dans le feu de l'action, il y a un policier qui fait usage du LBD. Donc on a une passante, une petite fillette âgée de 5 ans qui se trouve là et qui se fait fracasser le crâne par le tir en question, par un tir de LBD qui n'est absolument pas un tir de légitime défense. Donc les policiers sont auditionnés puisque la fillette est transportée par le SAMU, etc. Et alors tous les policiers présents, etc., mettent en place, encore une fois, une version mensongère des faits. Sauf que plusieurs mois après, on a une vidéo amateur qui ressurgit
qui est justement remise à l'IGPN, et force est de constater en fait que la version qui avait été donnée par les policiers était une version mensongère, puisqu'on faisait état voilà, en fait, de l'obligation de tirer dans un champ déterminé où on avait un assaillant avec un pavé, etc. Bon, la version habituelle, le truc. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est absolument pas vrai. C'était un tir fortuit qui était donné dans une direction complètement opposée à celle des assaillants, si en tout cas on peut les appeler comme ça. Donc bon, voilà, de façon complètement illégitime. Donc on a eu encore une fois un canevas qui a été brodé de A à Z par les équipages de police pour justement légitimer en fin de compte une action violente qui a eu lieu contre... Des conséquences quand même graves. Voilà, puisque la petite fille va être a priori handicapée à vie par le tir de LBD. Donc, mais ça me permet de parler d'une question du parjure, c'est-à-dire en fait tous ces mensonges des policiers lors des enquêtes. On n'a jamais entendu parler de policiers qui font de la prison ou de policiers qui sont radiés avec des conséquences quand même graves, alors que le parjure quasiment systématique, le mensonge dès lors qu'on n'a pas de preuve de la vérité, c'est banalisé. On dirait que c'est une pratique qui relève du réflexe policier, Alors moi, je ne veux pas faire de ce qu'on appellerait de police bashing, parce qu'on m'associe beaucoup à ça. Je ne veux pas le faire pour rien, comme ça, gratuitement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, t'es policier, tu te retrouves sur un terrain d'action, tu peux être surmené, etc. Mais il y a un moment où tu fais une bêtise, tu fais une connerie, tu tires dans la tête d'une gamine qui va être handicapée à vie. Donc à un moment, tu peux... Alors là, on arrive sur ce que je dirais, sur un carrefour, où d'un côté, on peut faire la reconnaissance d'une erreur, ce qui est humaine, hein, je veux dire, avec des conséquences dramatiques, et on peut éviter justement de sombrer dans la faute. Et là, on est justement dans la faute. Parce que pour garder un taf, c'est-à-dire pour éviter une sanction, bon, il aurait peut-être eu un blâme, une suspension ou quelque chose, je dirais, consécutivement à ce qui a été fait. Mais pour s'éviter justement une sanction administrative, il accepte de mentir sur les circonstances qui ont mené à ce que cette fille soit handicapée. Avec ses collègues. Voilà, et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Moi, je pense que bon, l'erreur est humaine, on peut faire une erreur, on peut manier une arme, etc. Ça, tout peut arriver. Ça, c'est un métier dangereux. Voilà, l'armement, c'est quelque chose d'assez sensible. Mais l'idée, justement, de façon récurrente, à chaque fois, de construire des mensonges pour s'éviter, justement, une sanction administrative et accepter l'idée qu'on ait pu d'essayer de donner une légitimité à ce qui s'est passé, c'est proprement inadmissible. Et en ce sens, je reviens justement sur ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon hier, il faut à un moment faire un ménage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement ferme sur cette question-là. On ne peut pas aujourd'hui prétendre aux fonctions de policier quand on agit de la sorte. On ne peut pas mentir sur des choses aussi graves. Je veux dire, à un moment, tu as tiré dans la tête d'une gamine, quoi. Tu ne peux pas construire un mensonge pour dire que finalement, c'est ce qui est arrivé, ça peut s'expliquer, ça ne s'explique pas. Voilà, tout simplement. Alors, toujours dans Le Parisien, 2 articles sur des policiers ripoux dans le 18e, des articles qui sont distants de plusieurs années, et en fait, tu voulais les mettre en relation pour... Oui, tout à fait. Alors voilà, moi maintenant, je n'ai plus de relation avec l'institution policière, donc je lis la presse, les rubriques police-justice, et puis bon, je découvre via Le Parisien, effectivement, qui fait un article pour mettre à jour les activités d'un certain Michel, qui serait âgé aujourd'hui de 63 ans, qui aurait sillonné le 18e arrondissement de Paris pour racketter un certain nombre de commerçants, puisqu'il était chargé justement du contrôle des commerces et des débits de boissons, donc contrôle réglementaire, qui peuvent souvent ou parfois déboucher sur des amendes assez fortes, ou par des fermetures administratives. Donc globalement, il a mis en place une forme de chantage auprès des commerçants où il se fait payer des honoraires pour pouvoir justement fermer les yeux sur certaines infractions existantes ou pas d'ailleurs, ou pour éviter justement de les inventer. Donc il invente comme ça des leviers de pression sur les commerçants, au point qu'il finit même par obtenir les faveurs sexuelles, je veux dire, d'une femme qui tient un débit de boisson. Donc à un moment, c'est elle qui finira par le dénoncer. Et il est mis en examen pour corruption. Le parquet requiert contre lui 32 mois de prison avec sursis. Bon, bah, voilà, on pensera ce qu'on veut justement des réquisitions du parquet, sachant que le parquet n'a pas tenu compte justement de cet aspect des choses, c'est-à-dire les faveurs sexuelles obtenues. En tout cas, le parquet considéra que, bon, le Parisien d'ailleurs le titre dans son 2e article, qu'il s'agit d'une amourette. Moi, je ne suis pas sûr que cette femme était spécialement amoureuse de ce monsieur et qu'elle n'ait pas justement consenti à avoir des relations sexuelles sous la contrainte. Voilà. Mais bon, ça, l'enquête... Il a eu 32 mois de prison avec sursis. Voilà, et puis on a un article et une autre affaire... Voilà, alors l'article parle du calvaire de Michel, le pauvre, il a des problèmes d'alcoolisme, voilà, la descente aux enfers. Bon, voilà, on cherche à justifier en quelque sorte, contextualiser tout ce qui s'est passé autour de son activité.
Sauf que dans le même commissariat, il y a environ, il y a un peu plus de 2 ans, comment dire, on a une affaire qui concernait 3 policiers sur le commissariat de la Goutte d'Or, hein, c'est le 18e arrondissement aussi. Puis un système de corruption qui touchait justement, et de raquettes qui touchait également les commerçants, mais aussi les trafiquants de stupéfiants. Donc là, alors, toute la presse, police-justice, s'affole autour de cette affaire, c'est dégueulasse, etc. Et on met en avant l'existence d'un policier qu'on appellera dans la presse par son surnom, donc on montre les images, Bilka. Donc on nous fait savoir que ce policier... Bilka, c'est Kabyle à l'envers, voilà, c'est ça. Donc, alors on nous fait savoir qu'il est d'origine maghrébine, que c'est une pourriture finie, ce qui est sans doute vrai, hein, puisqu'il a été reconnu coupable des faits. Et donc il est condamné à 8 ans de prison à la fin. Donc voilà, ils iront de toute façon, eux, en détention provisoire, hein, puisqu'il s'agit de 3 policiers, donc un policier, donc Bilka et ses 2 complices. Ils sont incarcérés dans la foulée, toute la presse s'affole autour, on appelle quasiment à un lynchage public. Et pourquoi pas, puisque justement ils sont reconnus coupables des faits, on a des images accablantes, des vidéos, des témoignages, etc. Rien ne va dans leur sens, tout va dans le sens justement de la démonstration de leur culpabilité. Mais je m'étonne justement du traitement qu'on a eu pour des faits extrêmement similaires, déjà par la justice et par la presse. Hein. C'est-à-dire que, alors Michel, c'est la descente aux enfers, l'alcoolisme, le pauvre, bon, une amourette, et puis 32 mois de prison avec sursis. Alors Bilka et ses complices, c'est des ordures finies, c'est un traitement médiatique de plusieurs mois, et c'est 8 ans de prison ferme. Donc, voilà, Et aussi la même romantisation d'une descente aux enfers dans le film, le fameux film Bac Nord, dont les pauvres, on dans a presque envie de les plaindre. Toi-même, tu voulais aussi nous parler d'un policier, d'un commissaire qui s'est fait remarquer négativement sur Twitter. Il s'appelle Mathieu Vallet. Voilà, alors c'est un peu une star de CNews, hein, Mathieu Vallet, il est régulièrement invité sur les médias mainstream, donc BFM, CNews, LCI, etc. On le voit beaucoup s'exprimer, justement porter la voix des policiers, donc c'est le syndicat des commissaires, donc il faut savoir que c'est quand même le corps de conception et de direction, donc le corps le plus hiérarchisé. Le CICP. Voilà, c'est le SICP, syndicat indépendant des commissaires de police, effectivement. Donc, alors voilà, c'est la hiérarchie de la police nationale, donc c'est en théorie le corps qui, plus que les autres, doit se montrer exemplaire. Alors, sur Twitter, effectivement, on voit qu'à la suite de la victoire de l'équipe d'Algérie sur la Coupe arabe, on a des scènes de liesse sur les Champs-Élysées qui, au regard de ce que nous transmet la presse, ne donneront pas lieu à des blessés, ni même à des dégâts matériels, hein, simplement à des provocations, on va les appeler comme ça, sans incidence particulière. Donc alors, on a ce commissaire qui réagit sur Twitter et qui parle des supporters algériens comme des gens ayant la violence dans leur ADN. Alors c'est un propos qui va interpeller 2 avocats parisiens, dont Daoud Achour, qui est un avocat régulier, un consultant régulier hein, de notre antenne, si je puis dire, qui va faire, via l'article 40, ce qu'on appelle une saisine du parquet, c'est-à-dire donc transmettre les faits à la justice comme étant des faits d'incitation à la haine raciale, en fait, tout simplement. De toute façon, quand on parle de l'ADN des personnes pour dire qu'en fait, ils sont naturellement violents, bah oui, c'est... Voilà. Donc alors là, si effectivement les faits étaient avérés et reconnus par la justice, ce serait extrêmement grave, parce qu'on est quand même sur l'institution policière, donc sur le corps des commissaires. Et alors moi, ce que je voulais transmettre, puisqu'on essaie toujours d'apporter une plus-value au niveau de l'information, en termes d'information, c'est que je suis allé dans un commissariat du 93, hein, puisque je travaille dans ce département. Je vais dans la salle d'attente, et puis je prélève de la documentation. Et puis donc je trouve un tract, en fait, hein, qui appelle les jeunes à s'engager dans la voie de la police nationale, et qui illustre justement les carrières par des photographies et puis des propos recueillis de fonctionnaires de police, et puis qui je vois, donc on le voit à l'écran, Mathieu Vallet, voilà, tout simplement, qui est présenté comme, je dirais, un exemple à suivre pour s'engager justement dans la police nationale, notamment pour ce qui est du concours de commissaire. Et moi, je pose la question justement au ministre de l'Intérieur et au DGPN, c'est-à-dire à savoir si aujourd'hui, dans le 93, mais ailleurs, un jeune d'origine algérienne, par exemple, qui voudrait s'engager dans la police nationale et puis qui voit justement le visage de Mathieu Vallet sur un tract promotionnel,
auraient toujours envie de s'engager. Donc moi, j'invite la police, les institutions, les instances administratives et judiciaires à faire la lumière assez rapidement sur cette histoire pour voir si M. Vallet est réellement un exemple pour tous les jeunes aspirants au concours de commissaire de la police nationale. Merci beaucoup, Noam, de nous avoir, disons, apporté ton point de vue et tes informations sur ces sujets. Ce qui nous prouve aussi qu'en fait, on peut avoir un regard pluraliste aux médias sur certaines thématiques, tout en s'interdisant de sombrer justement dans les amalgames et la stigmatisation. Merci à vous de nous avoir regardés. Le média est un média indépendant qui ne vit que des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociétaires, parce que c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, regardez cette vidéo, si vous l'avez aimée, partagez, mettez des petits pouces bleus, et si vous le pouvez, bien entendu, devenez abonné, sociétaire du média, ou alors faites-nous un don sur la plateforme OKPAL. Merci.